Donc, j'ai un peu changé mon exposé en arrivant et puis en écoutant Mireille, son exposé très intéressant. Et je crois que je vais prendre en fait le problème à l'envers, c'est-à-dire ne pas partir des descripteurs de bas niveau puis de haut niveau pour arriver au style musical, mais au contraire, je vais essayer de descendre finalement l'échelle en partant de la problématique de ce que fait le compositeur, de ce que entend l'auditeur, et essayer de situer la difficulté finalement de la tâche de l'analyse en musicologie et comment les avancées scientifiques et informatiques pourraient aider l'analyste en musicologie. Et je vais prendre l'exemple que je connais le mieux, c'est-à-dire la voix, la vocalité. Alors bien sûr, il existe de très nombreuses recherches et on pourrait faire presque une liste bibliographique très très longue sur les études de l'acoustique de la voix, sur les études de la physiologie, les études également de la description de la voix par différents types d'analyse, PC, FFT, etc. Mais le problème que j'ai l'intention de me poser tout de suite, c'est finalement de quoi ont besoin les musicologues dans l'approche de musique vocale. Donc peut-être que nous pourrions commencer par écouter le début d'une œuvre que nous avons considérée importante dans ce groupe de travail, qui est donc Mutations of Matter de Rocky Rivas. Et le tout début me semble absolument passionnant du point de vue musicologique, parce que vous allez entendre, si vous ne vous en souvenez plus, que le début est extrêmement simple, limpide, aisé, et où est la musique? Et puis soudain, ça devient vraiment beaucoup plus complexe. Anyway, can you hear me? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Have you already started recording? Okay. But I might talk about a building from time to time as an example. Donc dans ce tout début, bon, les choses paraissent très simples. Les choses paraissent très simples, il s'agit simplement d'une voix parlée, enregistrée. Y a-t-il une musique dans cette voix? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que pour Rocky Rivas, il s'agit simplement de nous faire entendre un documentaire en rapport évidemment avec la vidéo qu'on va voir en même temps, et puis les 5 voix qui vont chanter sur scène, tout ceci autour de l'architecture de la ville de New York? Bon, en fait, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, et qui nous éloignent bien sûr des descripteurs, mais est-ce que ça nous éloigne vraiment des descripteurs? Ensuite, deuxième petit extrait sonore que je vais vous faire écouter, c'est la suite. Today, there are towers everywhere. Today we look at the sky. The city has grown up now that we have run out of horizontal space. On commence à voir poindre une prosodie et un rythme dans la voix qui me semble pas si facile à percevoir, puisque est-ce qu'il s'agit du rythme simplement de la succession des syllabes, ou est-ce qu'on prend en compte simplement que les consonnes? Est-ce que la couleur des voyelles doit être prise en compte? Est-ce que l'intensité générale, est-ce que la speech melody doit être prise en compte, etc. Ça devient déjà beaucoup plus délicat. Continuons avec le troisième extrait.
là, ça se complique, bien sûr. Est-ce que l'analyste ne doit plus tenir compte du sens des paroles? Est-ce qu'il doit encore tenir compte du sens des paroles? Et comment? Quatrième extrait. Donc, destruction de la langue, articulée de haut niveau. Et, bien sûr, maintenant, le musicologue est face à un mur. Puisque, bien sûr, on peut prendre les descripteurs un à un et essayer de segmenter ceci. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment se poser la question de comment segmenter un tel fragment en tenant compte du style de Roque Rivas et d'où vient le style de Roque Rivas. Autrement dit, ce que j'essaye de vous expliquer dans mon introduction, il faut des objectifs bien clairs, il faut une méthode pour aller vers ces objectifs, et cette méthode dépend finalement des éléments de processus mis en œuvre par le compositeur, et autrement dit, dépend du style. Et par rapport à ce que disait Mirail tout à l'heure, on peut travailler dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il parlait de la description, par exemple, d'un trémolo de voyelles, comme il disait. C'est un élément stylistique, mais en l'écoutant, je pensais aussi, ce qu'on fait souvent avec les étudiants, c'est une analyse du style de la conduite du vibrato dans une interprétation d'opéra romantique ou autre. Il y a de très 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 grandes difficultés pour réussir à pas simplement représenter ce qu'on entend, mais aller plus loin, c'est-à-dire réaliser une véritable analyse stylistique. Et mon premier point va concerner quelque chose d'encore plus prégnant dans la voix, c'est ce que certains, comme le poète Yves Bonnefoy, appellent le système présence-système, ou système-présence. C'est-à-dire que dans ce qu'on vient d'écouter, à la fois on a un système complexe, c'est-à-dire le système de la langue anglaise, avec un propos qui est dit. Il y a le système musical, avec une construction musicale. Et puis, il y a aussi la présence de cette personne, l'émotion portée par cette personne. Si cette personne est un interprète, il y a une double présence. Il y a la présence du compositeur, et puis aussi la présence de l'interprète. Et on ajoute, dans le cas de Roque Rivas, une autre présence qui est celle du compositeur, mais à travers les traitements informatiques que la voix a subis. Et je crois que François Bernard Mach a très bien parlé de la voix humaine en disant, je raccourcis de façon à ne pas dépasser le temps imparti, je vais essayer de rattraper un peu le temps, il dit que la voix est le lieu où se définit notre statut sur Terre. Donc j'enfonce le clou jusqu'au bout de la dualité système-présence en allant jusque-là. La voix qu'on va analyser avec nos descripteurs, qu'on va segmenter, ce n'est pas simplement un objet inerte qu'on va essayer de segmenter avec certains outils. Est-ce que, par exemple, pour paraphraser Roland Barthes, est-ce que le grain, c'est-à-dire cette friction de la musique avec la langue, est-ce que le grain de la voix est véritablement analysable et segmentable lorsque on va travailler d'un point de vue musicologique? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Il y a de toute façon un système de code qui est très complexe, et il y a aussi ce que je pourrais appeler l'identité de l'être. Alors, les codes sont des codes
qui servent à une sorte de communication, bien sûr, code de la langue, code de la musique, etc. Il y a aussi l'individualité, qui est, à mon avis, totalement irréductible. Est-ce que on pourrait imaginer des descripteurs qui montrent, quelque part, l'émotion dans la voix? Donc si je redescends maintenant au plus bas niveau, est-ce que simplement un trémolo dans la voix, et donc une mesure du trémolo, est-ce que c'est suffisant pour montrer une émotion dans la voix? Non, il faudrait en plus tenir compte de la hauteur, puisqu'on a une voix qui monte lorsqu'on est ému, l'intensité également, et on pourrait comme ça composer, comme disait Marie tout à l'heure, composer différents descripteurs. Et j'en arrive donc à mon idée principale qui est une sorte de palette de descripteurs que le musicologue pourrait utiliser facilement. Je ne sais pas exactement de quelle façon, mais au lieu de se dire, voilà, j'ai un fichier son et je vais analyser avec un descripteur, ou deux descripteurs, ou trois descripteurs. Non, prenons le principe à l'envers, j'ai une musique et j'ai une intuition dans cette musique. Je pars de mon intuition de musicologue et véritablement ma palette de descripteurs que je peux composer, c'est pas simplement je vais mesurer le barycentre, je vais mesurer des choses comme ceci, non, je vais composer les différentes choses pour obtenir une mesure objective de l'intuition que j'ai eue en tant que musicologue. Et je crois qu'à l'heure actuelle, on en est encore très loin, même d'un point de vue tout simplement de segmentation. L'exemple qu'on prend toujours, par exemple, on travaille avec Audioscult, on a bien sûr une idée de la segmentation, et la première chose qu'on fait, on essaye une segmentation sans régler grand-chose, et on obtient quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Il y a des marqueurs partout, et on passe son temps à essayer de régler, pour finalement revenir à l'intuition qu'on avait. Donc la démarche, en tout cas la mienne, ne me satisfait pas. Il y a autre chose aussi qui me semble particulièrement intéressant, c'est le fait que, contrairement à ce que disait Ivan Fonagy, il n'y a pas, à mon avis, deux systèmes d'encodage dans la voix. Lui, il parlait en fait du sens de la langue, du sens, hein, le sens qu'on transmet, et puis un deuxième canal, si je puis dire, d'encodage, qui est la personnalité, l'émotion. Bon, très bien. Mais nous, non, c'est pas suffisant. Et donc, j'ai envie d'inventer un troisième encodage, ou un troisième canal d'encodage, qui serait celui du sens artistique. Ce n'est pas compris ni dans la transmission du sens à proprement parler, de la langue, ni dans la présence, dans l'émotion, dans la personne. Il y a autre chose. Et lorsqu'on est musicologue, c'est cette autre chose finalement qu'on cherche. Ce qui veut dire que toutes les études qui ont été faites sur l'acoustique ou sur la psychologie dans la voix, l'influence de la psychologie sur la physiologie, etc., finalement tout tombe à l'eau pour le musicologue. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Du point de vue de ce troisième canal de transmission, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, à l'université de Rennes, et avec l'ENS de Lyon, et puis l'IRCAM également, et puis en partie les enseignants de diction au Conservatoire supérieur de Paris, on a proposé un projet ANR qu'on vient de déposer. On n'a pas la réponse, il y a peu de chance évidemment d'obtenir quelque chose, mais bon. Le principe de ce projet ANR, c'est, on l'a appelé le carrefour de la voix, dans le sens où dans cette voix, il y a beaucoup de choses. Très souvent, les compositeurs partent soit d'un documentaire, comme ici, ou dans Sweet Tapes de Steve Welch, c'est également à partir de 3 documentaires dans son opéra vidéo, ou alors le compositeur part d'une poésie. Donc le
principe est encore plus complexe pour la poésie, puisque dans la poésie, il y a déjà un troisième canal qui est une partie artistique de la voix. Donc, le principe de notre groupe de travail, là, pour cet ANR, c'est de se demander que devient la voix parlée lorsqu'elle est musicalisée. Parce qu'on considère que dans le poème, il y a déjà une voix fantomatique. Et là, justement, les descripteurs ne peuvent rien pour nous. Valérie, par exemple, disait c'est l'état chantant du poème. Or, le poème n'était pas lu, le poème était écrit. Un poème écrit, et dedans, il y a une voix qui n'existe pas encore, et pourtant le compositeur va sans doute en tenir compte. Autre exemple, c'est le fameux Gueuloir de Flaubert, où à chaque fois qu'il écrivait, ou presque toujours, lorsqu'il écrivait ses romans, ses textes, eh bien, il les exprimait à voix haute pour essayer de peaufiner ses phrases. Ce qui veut dire que nous, en tant que musicologues, on ne peut pas se contenter de récupérer des fichiers sons et de travailler sur les fichiers sons. Jamais ça ne sera suffisant. On peut représenter, ça peut nous aider, tout à fait, mais ce n'est qu'une petite partie de notre travail, et cette partie de notre travail ne peut pas, à mon avis, se dispenser d'une réflexion sur ce carrefour, cette espèce de nœud, puisque je parle de la vocalité, ce nœud entre le corps, chantant, parlant, la langue, le propos, tenu, et puis toute la dimension musicale. Je ne paraphraserai pas Boulez. Lorsque Boulez parle du pouvoir expressif de la langue, il s'attache assez souvent à comparer la langue à l'univers instrumental. Donc, par rapport aux extraits que nous avons entendus précédemment avec Meraïl, de Xenakis, par exemple, Conquête PH, il n'y a pas de voix, mais si on écoute attentivement, on pourrait, à la limite, détourner cette chose qui n'est absolument pas vocale et se dire, mais peut-être qu'à l'intérieur de cette espèce de texture extrêmement épaisse et à la fois très légère, est-ce qu'il n'y aurait pas des voix cachées? Autrement dit, le fait d'utiliser une granulation un petit peu comme ici, ou pire chez Polanski, si on va jusqu'au bout de la granulation, on va finir par entendre quelque chose qui va ressembler justement à des braises comme ça, qui se mettent plus ou moins à chanter. Ou, autre exemple, comme chez Jonathan Harvey, lorsqu'il formantise l'orchestre dans Speakings, pourquoi ne pourrait-on pas formentiser une texture comme ça sonore, sans le dire, et puis après, le musicologue, que ferait-il? Que ferait-il, puisqu'il aurait une texture qui ne serait pas instrumentale, qui ne serait pas avouée comme vocale, et qui pourtant serait en partie vocale. Donc les questions sont, à mon avis, extrêmement fondamentales. On peut résumer la chose dans un cycle, peut-être un peu abstrait, mais parler de l'en-deçà de la parole. Lorsque on granule énormément, on est dans l'en-deçà de la parole. On va jusqu'à la parole proprement dite, c'est-à-dire on comprend certains mots, comme là on comprend ce que raconte ce personnage sur les gratte-ciels de New York qui montent vers le ciel, etc. Le cycle continue pour aller vers le chant, mais où est la frontière entre la parole et le chant? Il est bien évident qu'il n'y a pas de frontière. Et si on voulait un descripteur composé de très très haut niveau qui nous donnerait, avec une courbe, est-ce qu'on est dans la parole, est-ce qu'on est dans le chant? Plus ou moins dans la parole, plus ou moins dans le chant. On pourrait y passer des années et on serait toujours confronté à la réalité qui est en partie culturelle, qui est en partie sociale, donc, et en partie intime, personnelle. Et là, les outils
nous aideront, mais nous aideront seulement. Je continue mon cycle jusqu'à un au-delà du chant. L'au-delà du chant peut être obtenu soit à la main, j'allais dire, ou à la voix, comme dans la Contina de Sardaigne, ou par des moyens de transformation électroacoustique, bien entendu. Bien. Et lorsqu'on est rendu à l'au-delà du chant, finalement, le cycle se referme. On rejoint l'en-deçà de la parole, puisqu'on est dans une patte sonore qui s'éloigne de la vocalité. Et donc, lorsqu'on s'éloigne de la vocalité, on revient au début de mon cycle, c'est-à-dire à l'en-deçà de la parole. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est particulièrement proche des techniques numériques ou analogiques? Ça n'a aucun rapport. Chez Berriot, on trouve très souvent des réflexions sur la vocalité, sur la voix, et notamment sur les associations culturelles, musicales, quotidiennes, émotives, psychologiques, etc. de la voix. Et comme vous le savez, lorsqu'il travaille sur Ulysses, par exemple, dans Hommage à Joyce, il continue le travail de destruction de la langue par Joyce, James Joyce, avec la voix de Cathy Barbarian, et il parcourt en fait tout le cycle que je décrivais, et pourtant avec des moyens techniques très simples. Maintenant, plaçons-nous en tant qu'analystes. Est-ce que, en prenant un extrait de Hommage à Joyce, est-ce qu'on est capable, en tant que musicologue, avec des descripteurs de plus ou moins haut niveau, est-ce qu'on est capable, ne serait-ce que de segmenter une partie d'Hommage à Joyce? C'est là où notre groupe de travail, celui-ci, je parle, celui de l'ANR, prend tout son sens, parce que ça semble totalement impossible. Et pourtant, à l'écoute, si on a un peu de culture, on a des intuitions. Mais je ne crois pas qu'on puisse simplement se contenter de prendre quelques descripteurs, de les composer, de représenter le résultat, et puis après d'essayer de faire notre travail d'analyste. Là, on n'a pas de méthode dans ce cas-là. Et moi, ce qui m'angoisse peut-être, qui m'inquiète, c'est de trouver, de réfléchir en tout cas à des propositions de méthode qui puissent faire le lien entre la musique, le contexte de la musique, donc là je suis dans le contexte vocal et de la langue, donc tout ce contexte, et puis les procédés d'écriture, les processus véritablement d'écriture de la voix. Et là, on pourra peut-être y passer plusieurs années pour y réfléchir. Pour terminer, simplement un exemple très concret de représentation qui pourrait peut-être aider le musicologue. Donc c'est une proposition, toute petite partie, de proposition de méthodologie. Lorsqu'on travaille sur la vocalité, il me semble qu'il y a au moins 3 types de représentations sur lesquelles il faudrait se pencher. Le premier type de représentation, c'est tout simplement ce dont on parle le plus souvent, c'est la représentation acoustique. Représentation acoustique de la voix. On en parle très souvent, donc avec Mirail, on a eu des choses très très intéressantes, donc autour de la brillance, etc., de la rugosité, bien. Avec, bien sûr, ce dont n'a pas parlé Mirail, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la dimension formantique de la voix, formantique au sens, bien sûr, de la segmentation possible des voyelles et de l'analyse des voyelles, mais pas seulement, puisque je parlais de l'analyse stylistique tout à l'heure, et il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment étudié à mon goût et que j'essaie de développer, c'est l'analyse stylistique de la voix du bel canto, en se servant tout simplement d'un descripteur très simple, qui est de repérer
le singing formant par rapport à la voyelle qui est énoncée. Bon, c'est un peu élémentaire, mais je crois que c'est un outil qui est tout à fait aisé à mettre en place. Deuxième type de représentation qui me semble utile, c'est une représentation de type symbolique cette fois-ci. C'est-à-dire une sorte de partition vocale, mais qui regrouperait absolument tout ce qui concerne la voix parlée et la voix chantée. Je veux dire par là tout ce qui concerne également la langue, le français, l'anglais, etc. Donc, dans le cadre de notre ANR, par exemple, et grâce aux enseignants de diction du conservatoire, on va pouvoir, avec Charles Picasso et puis d'autres, Nicolas Aubin aussi de l'IRCAM, on va pouvoir mettre en place des outils, à partir de ceux qui existent déjà à l'IRCAM, très orientés vers la langue, et pourquoi pas, on a pensé aussi à une sorte de rétroaction, c'est-à-dire modifier les analyses, parce que je parlais d'intuition tout à l'heure du musicologue, on tient vraiment à ça, c'est-à-dire que la machine nous propose des pistes, et en faisant des modifications sur la texture vocale, et en la réanalysant, on va pouvoir obtenir une sorte d'interaction, si on veut, entre le musicologue et l'outil. Donc, par essai et erreur, si je puis dire. Et enfin, la dernière représentation qui me semble essentielle, c'est la représentation de type stylistique. Je veux dire par là, est-ce que dans l'extrait de Mutations of Matter de tout à l'heure, dans cette granulation, est-ce qu'il y a un élément stylistique qu'on peut rapporter, par exemple, à Lansky? Voilà, pour ne pas multiplier les exemples. C'est un très bon exemple, puisqu'il faudrait enquêter également avec Roque Rivas, c'est une partie importante de notre travail de musicologue, pour lui demander son avis également. Donc voilà, la dernière représentation qui serait évidemment la plus difficile à mettre en place, c'est une aide à l'analyse stylistique du processus de composition, mais aussi du processus d'interprétation, s'il y a interprétation, puisque là, dans la pièce de Roque Rivas, je n'ai absolument pas parlé des 5 voix qui sont sur scène et qui chantent en direct, et qui chantent quelque chose, avec un certain style, avec une partition, et cette partition est interprétée. Voilà, donc pour résumer et ne pas trop dépasser le temps, le problème que je me pose est donc de tenir compte véritablement de la dimension artistique de la vocalité, tout en utilisant et en mettant au point des méthodes s'appuyant sur des descripteurs. Et voilà, on peut redescendre jusqu'au descripteur F0, et puis après remonter dans les descripteurs et retourner vers le style, vers les processus, etc. Bien, j'arrête. Oui. Une question sur ces 3 types de représentations que tu viens de citer, notamment sur la représentation symbolique. Et donc, je dirais qu'on voit parler, chanter, ce qui concerne la langue. Alors, bon, quand j'entends ça, je me dis de manière assez pragmatique, je ne raisonne souvent comme ça, on a déjà une représentation, bon, quelque part, si tu prends les partitions de chant, on a déjà une représentation de la voix parlée sous forme textuelle, une représentation de la voix chantée sous forme de notation symbolique musicale déjà. Est-ce que tu vois autre chose, un renversement peut-être de perspective dans ce type de représentation, c'est-à-dire plutôt que d'avoir quelque chose centré, ou peut-être quelque chose, voilà, je termine, plutôt que d'avoir quelque chose de centré sur la notation musicale, d'avoir quelque chose de centré sur la voix,
Est-ce qu'il y a besoin peut-être de plus de détails sur justement sur la voix, de détails, je veux dire, de choses qui aient une granularité plus fine que la note. Et puis l'autre question qui, alors là, pour laquelle moi j'ai aucune hypothèse, mais c'est quand tu dis ce qui concerne représenter ce qui concerne la langue, voilà, est-ce que tu as des idées du type de symbolique qui pourrait s'appliquer dans ce type de représentation? Si on part simplement du son vocalique, la représentation sur certaines partitions de musique contemporaine, le compositeur ne peut plus se limiter à simplement écrire en français ou en anglais les paroles, mais écrit en alphabet phonétique international. Bon, Grisset a fait ça et d'autres ont fait ça. Donc c'est déjà un premier pas. Mais je crois que c'est pas suffisant non plus, puisque lorsqu'on a des traitements électroacoustiques, comment fait-on? On ne peut pas s'en contenter non plus, surtout qu'il y a des textures superposées. Donc il y a un travail considérable à faire, je crois, sur cette idée de palette de représentation, de descripteurs de tout niveau, y compris des descripteurs anciens musicologiques, pourquoi pas mettre des notes et des rythmes, et le tout de manière interactive, c'est-à-dire un peu ce qu'a amorcé Pierre dans ses logiciels. Mais comment réussir à véritablement avoir cette palette et à passer d'un descripteur à un autre ou d'un ensemble de descripteurs à un autre, sans perdre les notions fondamentales, notamment de langue. Je n'ai pas la solution. Et on se heurte tous à ça. Et ce qu'on fait en général, et moi le premier, c'est que je différencie la partition, le fichier son, j'essaie d'analyser le fichier son, et puis après, on écrit une analyse textuelle, musicologique, en essayant de tenir compte de tout ça, et en mettant des petits exemples. Mais ce n'est pas très très satisfaisant, je peux dire. Donc voilà. Au niveau de la langue, est-ce que ça fait référence un peu à... Alors, je ne me souviens plus, il me semble que c'est Tomatis qui avait fait des travaux là-dessus, qui avait mesuré les spectres, en gros les bandes de fréquences utilisées par les différentes langues, avec notamment comme résultat que la langue qui avait la bande la plus large, c'était la russe. Est-ce que ça fait un peu référence aussi à ça? Oui, Aubin à l'IRCAM, là, on a quand même pas mal travaillé avec lui ces derniers mois, il nous a montré beaucoup de choses. Ce qu'on voudrait qu'il réussisse à faire maintenant, c'est par exemple un cas extrêmement concret, on s'éloigne un peu de la musique, mais bon, c'est réussir à différencier un locuteur, par exemple, qui va parler anglais et qui est d'origine anglaise. Un autre d'origine écossaise, un autre français, etc. Voilà. Donc, analyser tout le système d'accent, je veux dire, de stress, d'accent d'intensité en anglais. Oui, voilà. Oui. Et ça n'a pas encore été fait de cette façon-là, en tout cas. Et ça ressemble un petit peu à une analyse, un outil d'aide d'analyse de l'interprétation. Et je crois qu'on est encore au tout début de ce travail-là. Et le but de notre ANR, c'est de réussir à, peut-être une des premières fois, à mettre tout ensemble. C'est peut-être un peu aventureux, mais vraiment à mettre absolument tout ensemble et faire cette espèce de nœud de carrefour et d'aller piocher partout, y compris dans la physiologie, la philosophie, dans l'étude de la langue, pour véritablement nourrir sérieusement une analyse musicologique. Et dans les outils de la police scientifique, ils arrivent à reconnaître par exemple des personnes. Oui. Est-ce que ces outils-là sont... oui, à l'IRCAM, nous en avons un petit peu parlé, mais en fait, c'est très limité finalement, si j'ai bien compris. C'est juste des empreintes. Oui, ce sont des empreintes spectrales, donc on revient toujours. Parce que la voix varie considérablement. Donc en fait, ce qui est analysé principalement, c'est une sorte de
de barycentre, mais statistique sur une durée assez longue. Voilà. Caractéristique d'une personne. Et puis aussi la manière de prononcer. Notamment les consonnes, principalement les consonnes, mais pas beaucoup les voyelles. Là, c'est ce que j'ai compris, mais je ne m'aventurerai pas plus loin. Le travail me semble passionnant quand on aborde les musiques électroacoustiques. Surtout en ce qui concerne la voix. Parce qu'au départ, il y a une richesse considérable, une richesse humaine.